Bonjour et bienvenue dans ce web séminaire Comment diffuser une culture client dans votre entreprise. En fait, je m'appelle Frédéric Canavet, je suis responsable des offres cockpit et chatbot chez Eloquent. Et lors de cette session qui va durer à peu près 45 minutes à 1 heure, je vais voir avec vous comment on va pouvoir améliorer l'expérience client dans votre entreprise et comment diffuser une culture client. Alors on commencera par une rapide présentation en moins de 2-3 minutes sur Eloquent, qu'est-ce que cette entreprise propose, qu'est-ce que la culture client, les 3 leviers à actionner pour diffuser une culture client forte dans l'entreprise, et nous verrons en fait un cas pratique avec Bouygues Telecom Entreprise qui a véritablement mis la culture client et l'expérience client au centre de sa stratégie comme élément différenciateur par rapport à ses concurrents. Nous finirons par un aspect rentabilité pour savoir tout simplement pourquoi il est finalement rentable d'investir dans la culture client et l'expérience client. Alors tout d'abord un petit mot rapide sur Eloquent. Eloquent existe depuis 2001, c'est une société qui propose des solutions, outils, logiciels en cloud qui permettent de faciliter le dialogue et l'écoute des clients. Alors faciliter le dialogue et l'écoute, c'est tout simplement par la partie dialogue, on va tout simplement permettre d'échanger plus facilement et plus rapidement avec une meilleure efficacité avec ses clients et ses prospects, avec les canaux traditionnels que l'on connaît tous, un contact par téléphone, par chat, maintenant par chatbot. On peut également faire du self-service parce que de plus en plus de gens veulent avoir du self-service. En même temps, il y a toujours les canaux traditionnels comme l'email et le centre de contact classique. Suite à cela, il faut toujours mesurer la satisfaction client. Donc suite à un appel au centre d'appel ou en boutique ou alors après un achat, etc., etc. On peut également faire de la publication d'avis des données. On l'a fait par exemple pour Orange. Et suite à ça, en fait, on va essayer de comprendre un peu ce que disent les clients grâce à de l'analyse sémantique automatisée. Tout ceci étant bien entendu commercialisé soit en briques, on peut prendre juste une partie des outils, par exemple que les enquêtes de satisfaction, que le centre d'appel ou que le chatbot, ou alors de manière globale si on veut avoir une solution omnicanal. Ces outils sont reliés à Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle et la plupart des CRM du marché. Et en complément, en fait, on propose même des applications mobiles qui permettent de monitorer le parcours client. Donc vous voyez, ça c'est notre métier. Et en fait, dans notre métier, le dialogue, l'écoute, c'est vraiment au cœur de la diffusion d'une culture client. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. En fait, on a beaucoup de clients qui utilisent nos outils pour améliorer l'orientation client de leur entreprise. Alors tout d'abord, je ferai un petit rappel, qu'est-ce que la culture client ? C'est important d'être d'accord là-dessus et de vous rappeler. Alors, je citerai un chercheur en fait grenoblois qui s'appelle Daniel Reich qui a défini la culture client selon les mots suivants. Sa définition, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements du collaborateur reflétant une réelle préoccupation d'assurer la satisfaction des clients de façon durable. Voilà, donc cette phrase est très simple, elle explique ce que l'on l'entend par culture client. Mais en pratique, si véritablement on se dit qu'est-ce que c'est la culture client, c'est simplement de regarder comment les collaborateurs agissent et comment ils traitent les clients lorsqu'ils sont seuls en se sachant non observés. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quand il y a un client qui arrive et que la personne est à la caisse et elle dit « Oh là, encore un mec qui va me faire chier alors que je vais fermer ma caisse dans 10 minutes » ou est-ce que quand il y a un client qui se plaint, qui dit « Attendez, mon assiette est pas chaude » ou quand il y a un email qui vient qui dit « Ah, votre produit il est pas simple », qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gens râlent ou au contraire, ils le prennent de manière positive comme un élément d'amélioration ? De même, demandez-vous comment agissent vos managers lorsqu'il y a une mini-crise, par exemple les objectifs de vente sont non atteints, il y a un problème technique, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit de toute façon le client on s'en fout, on va réparer le truc bientôt, oh c'est pas grave, de toute façon il y aura l'électricité qui va être réparée dans 3 heures, oh c'est pas grave, c'est que 1 heure de perdu, etc. etc. Est-ce que l'on considère le client en disant de toute façon c'est pas grave, ou alors au contraire on va se dire il faut vraiment faire le maximum pour l'aider parce qu'on a de l'empathie et on se met à la place du client. Troisième chose, tout simplement, comment est perçue et gérer l'insatisfaction dans l'entreprise ? Est-ce que c'est un moyen de mobiliser et de progresser ? Ou au contraire, ça amène une division, chacun se rejette la faute et un déni des problèmes, en disant de toute façon, c'est le client qui ne sait pas s'en servir, les clients sont vraiment nuls. Donc voilà, c'est vraiment se dire, si on répond à ces 3 questions-là, avec la manière dont vous traitez actuellement vos clients, vous aurez déjà une bonne idée
de quel est votre niveau de culture client. Donc la culture client, on voit qu'il y a beaucoup d'humains. Donc beaucoup d'humains, qu'est-ce que c'est? C'est certes des process, mais c'est aussi de la communication. Alors, la première chose, premier levier, c'est l'implication de la direction. C'est essentiel et c'est clé. Il faut rappeler toujours le pourquoi. En fait, ça a l'air tout bête, mais beaucoup d'entreprises se disent, de toute façon, celui qui paye les salaires, c'est l'entreprise, moi je travaille pour l'entreprise. Non, on ne travaille pas pour l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise qui paye les salaires, mais ce sont les clients qui payent le salaire. Donc c'est eux qui doivent être récompensés et c'est vers eux qu'on doit être tourné. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout simplement Henry Ford. Et ça, il faut le rappeler. C'est vraiment essentiel. On ne travaille pas pour un service, on ne travaille pas pour un produit, on ne travaille pas pour une marque, on ne travaille pas pour une entreprise, mais on travaille pour satisfaire les clients, pour résoudre un besoin, pour résoudre un problème. Alors, vous allez me dire, voilà, ça existe depuis la nuit des temps, mais pourquoi est-ce si essentiel de s'en préoccuper maintenant ? Tout simplement parce que notre environnement économique a changé. La concurrence s'est accrue. Vous savez comme moi, quand vous êtes sur un dossier, tout simplement, il y a toujours 3-4 concurrents qui sont en même temps que vous. Maintenant, vous n'êtes plus sur une concurrence uniquement franco-française ou par l'époque une concurrence régionale. Maintenant, vous êtes comparé au monde entier. Vous pouvez être comparé par rapport à quelqu'un qui produit le même produit à l'autre bout de la Terre. Donc il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a toujours moins cher. Avoir en fait se dire j'ai le produit le moins cher, en fait ça ne permettra jamais d'être leader sur le long terme parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va produire un petit peu moins cher, qui produira comme une start-up avec des frais de structure beaucoup moins élevés, etc., etc. La troisième chose, c'est que les clients ne sont plus votre propriété. Vos clients, en fait, ils sont devenus volatiles, versatiles, et tout simplement, ils peuvent très bien vous quitter. Il n'a jamais été aussi simple pour quelqu'un de rechercher sur Internet de l'information et de passer d'un fournisseur à l'autre. Ensuite, on a des clients qui ont des besoins et des attentes qui changent vite. Il faut les écouter, il faut être près d'eux. Et tout simplement aussi, le client est désormais surinformé, sursollicité. Il doit vraiment faire le choix entre, j'achète un produit A ou B, je renouvelle un contrat sur le produit A ou B, je vais revoir quel est le meilleur de ma catégorie, je mets toujours en compétition mon client. Une relation client n'est jamais gagnée d'avance. Voilà. Donc, on pourrait se dire, ça va être difficile en fait de réussir dans un contexte économique si difficile. Si, tout simplement parce que on va pouvoir miser sur le service, le relationnel, la valeur ajoutée qu'on apporte, et ça en fait c'est difficile à copier. Autant des fonctions, autant un prix peut être copiable, autant en fait un service et un relationnel va être difficile à copier. Je vous donnerai un exemple très simple, et vous en avez quelques illustrations sur la droite. Apple, qui a été pendant quelques années un pionnier au niveau fonctionnel. Les iPhones étaient véritablement en avance sur la technologie. Désormais, ils sont même plutôt en retard par rapport aux autres producteurs de smartphones. Et pourtant, ils restent encore les leaders de leur secteur, la référence, et ils sont sur vraiment le haut du marché et la niche, tout simplement parce qu'ils ont une image. Ils ont une qualité de service. Quand on va dans un Apple Store, quand on achète un produit, tout est waouh. Donc en fait, c'est très très difficile de copier la philosophie Apple parce qu'il s'est basé sur beaucoup de services, de relationnels. Et donc bien entendu, on ne peut pas avoir un relationnel, on ne peut pas avoir un service de qualité si on n'a pas des gens qui sont orientés clients. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'il va falloir travailler à la fois sur l'écoute client et l'autre fois en fait sur la posture des collaborateurs et la culture client. Alors il faut savoir que l'orientation client n'est pas une course de fond et n'est pas un 100 mètres. Au contraire justement c'est une course de fond. Il faut véritablement se dire que il faut une implication de la direction et une impulsion de la direction. S'il n'y a pas en fait les dirigeants qui disent voilà maintenant c'est essentiel de mesurer la satisfaction, c'est essentiel en fait que la satisfaction des clients soit aussi importante, je dirais pas que le chiffre d'affaires mais presque, il faut véritablement que la direction doit montrer l'exemple. Si elle ne montre pas l'exemple en disant voilà ce qu'il faut faire c'est ça, en récompensant les bonnes actions et au contraire en disant voilà il ne faut pas plus faire ça, et forcément les gens vont retourner sur leur train-train, leur habitude classique et ils vont rester à la ligne de facilité. Donc en fait il faut véritablement qu'il y ait cette volonté de la direction. Ensuite c'est une action collective, c'est-à-dire qu'en fait
on va pas y arriver tout seul, il faut que l'ensemble des collaborateurs, du directeur au manager, adhèrent. Il ne faut pas que ça soit encore considéré comme une autre lubie, une autre stratégie de la direction où on dit bah tiens d'un côté oui le client compte, mais en fait dans la vérité c'est pas le client qui compte, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une dissonance entre les deux. Et en fait c'est une stratégie sur le long terme, tout simplement parce que on va pas changer une culture d'entreprise du jour au lendemain. Il faut faire évoluer les mentalités, les hommes, les process, les outils, etc., etc. Et ça prend du temps. Alors, pour faire justement passer cette culture client, il y a l'aspect communication. C'est un des moteurs majeurs. Ça, c'est essentiel. Donc, l'impulsion de la direction, elle va se faire sous forme de discours, de montrer l'exemple, d'organisation, de rémunération. Par exemple, mettre une partie de la rémunération des dirigeants sur le NPS. L'organisation avec, par exemple, une direction d'expérience client. Montrer l'exemple en allant voir des clients, en prenant en compte des dossiers clients, en répondant aux accusés aux lettres recommandées, etc., etc. Ensuite, c'est dans les communications. Par exemple, dans la newsletter de l'entreprise, parler des bons exemples, des bonnes pratiques, mettre des affichages. Là, je vous ai mis un petit exemple de ce que l'on voit chez Bouygues Télécom Entreprise, un de nos clients. Lorsque l'on va à Vélizy dans la recherche sociale, à l'entrée du siège, en fait, il y a des petits prospectus humoristiques sur quand mon client rencontre un problème, c'est le moment ou jamais de l'aider ou de corriger le problème ou de partir en courant, etc., etc. Donc, en fait, on va véritablement montrer cette orientation client. Ça peut être également dans les attitudes, comprendre le sens d'une procédure et savoir s'en écarter lorsqu'elle est contraire à l'expérience client. Donner de l'autonomie aux conseillers pour pas qu'ils se disent non, de toute façon, moi je peux rien faire, j'applique le règlement à la lettre. Et appliquer le règlement à la lettre, certaines personnes pensent que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas forcément, c'est juste une guideline, c'est juste en fait un indicateur. Parfois, il faut s'écarter de ces procédures pour donner une expérience client. Un exemple, si vous êtes dans une agence bancaire, moi ça m'est déjà arrivé, et de devoir rendre une carte de crédit, vous dites non, je l'ai jetée chez moi, je l'ai détruite. Normalement, la personne, si elle applique la procédure à la lettre, elle vous dira non, désolé, je dois la détruire moi-même, etc., etc. Ou alors elle vous dira non, j'ai confiance, vous faites partie de nos clients qui sont depuis très longtemps. Si vous me dites que vous l'avez supprimé, je vous fais confiance à vous. Donc en fait, il faut savoir s'écarter pour justement mettre du relationnel, mettre de l'émotion. Et dans l'organisation, ça se fait aussi de manière globale. Par exemple, chez Amazon, c'est laisser une chaise vide pour le client, pour tout simplement faire en sorte qu'on considère le client, qu'on écoute la voix du client. C'est impliquer, par exemple, les gens de l'expérience client, du service client, dès le départ, dans les services et dans les produits, pour qu'en fait, on pense le produit client. C'est également désiloter les organisations. Donc, on a vu, la communication, c'est essentiel. Mais c'est là en fait qu'il faut aussi intervenir, et c'est là que nous intervenons, Eloquent, c'est avec l'écoute client et collaborateur. Ce sont véritablement les carburants qui vont permettre de donner une culture client vraiment forte. Alors ça se met de deux côtés. D'un côté en fait vous avez l'écoute client, les enquêtes de satisfaction, qui peuvent se faire à chaud suite à une interaction, à tiède quelques jours après pour laisser le client en fait un peu de recul sur ce qui s'est passé, à froid tout simplement à n'importe quel moment de la relation pour savoir en fait qu'est-ce qu'il pense de l'entreprise, est-ce qu'il est content ou pas en dehors d'un appel au service client ou d'un renouvellement de facture. Les enquêtes de satisfaction, mais également l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser ce que disent exactement les gens, les différentes thématiques. Quand on a une enquête de satisfaction qui est menée sur plusieurs milliers de personnes, tout simplement, on ne peut pas les analyser un par un. Avec l'analyse sémantique, on va pouvoir définir les grands axes d'amélioration. On peut même aller scanner sur le web pour voir, par exemple, quels sont les avis sur une marque. Ça, c'est la première partie. Et symétriquement, on va parler des collaborateurs. Les collaborateurs, en fait, sont également clés. Comme je le disais précédemment, c'est eux qui délivrent le service, c'est eux qui sont au téléphone, qui sont en contact direct avec le client, qui sont en contact par le chat aussi, pourquoi pas. Et donc, tout simplement, eux aussi, ils doivent avoir cette orientation client. Et comment on va faire pour mesurer cette orientation client ? On va aussi mettre en place des enquêtes. Ça peut être par exemple une enquête à froid, le Customer Orientation Score, pour savoir en fait l'orientation client des collaborateurs. On pourrait d'ailleurs même le faire à chaud, je l'ai mis ici à chaud ou à froid. On pourrait très bien aussi le faire à chaud par exemple post-vente ou demande. Par exemple,
pour savoir si un nouveau produit correspond bien aux attentes, s'il est vraiment adapté, si les commerciaux, si les personnes du service marketing, etc. sont contents de vendre un produit, on peut très bien leur demander juste après qu'ils aient en fait, par exemple, fait une demande à la comptabilité, fait une demande au service technique, fait une vente, savoir un petit peu si ça s'est bien passé ou pas pour améliorer les processus internes. L'enquête à froid, comme je disais, c'est le baromètre, savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans le business. C'est super important de laisser les collaborateurs s'exprimer et donner leur avis. Ensuite, il y a tout ce qui est analyse sémantique. On va pouvoir analyser par exemple les conversations téléphoniques du centre d'appel. On va donc prendre les enregistrements et on va analyser pour savoir tout simplement qu'est-ce que disent les clients, qu'est-ce qui les énerve, qu'est-ce qui est facteur d'enchantement. Et éventuellement, s'il y a des conseillers qui ont des attitudes qui sont un petit peu déplacées, on va pouvoir également les identifier pour les recadrer. Ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis relativement peu de temps auprès de nos clients. Donc l'analyse des conversations téléphoniques, qui permet d'avoir une analyse exhaustive, parce qu'on va écouter toutes les conversations téléphoniques du centre d'appel et ainsi savoir ce qui va, ce qui ne va pas, les facteurs clés de succès, les facteurs clés d'irritation. On peut également aller au-delà, analyser des conversations de chat ou même du CRM pour voir comment on considère les clients. Est-ce que quand on fait une analyse des commentaires sur les fiches, on dit ce client est un gros emmerdeur, c'est pas très valorisant pour le client ou l'entreprise. Il faut plutôt considérer le client comme quelqu'un qui doit avoir un service. Alors, comment on va pouvoir mesurer l'orientation client dans une entreprise? Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que on peut se dire, ok, moi, mon entreprise, elle est tournée client, mais ok, combien de pourcents de vos collaborateurs ont une très forte orientation client? Combien ont une moyenne orientation client ou sont une faible orientation client? Ça, c'est important de le savoir parce que si vous ne savez pas ça, vous ne pourrez pas savoir quel est l'effort que vous allez devoir faire pour diffuser une culture client massive. Donc en fait, nous, on propose à nos clients de mettre en place le COS, Customer Orientation Score, qui permet en fait d'avoir une photo de la culture client de son entreprise. Et donc grâce à ça, vous savez où vous devez mobiliser vos efforts. Est-ce que vous avez véritablement besoin d'aller faire de gros efforts sur la culture client ou au contraire, c'est quelque chose qui est largement admis et en fait, vous allez plutôt travailler sur des choses un peu plus opérationnelles. Voilà. Mais également, nous, on le fait avec nos clients. On a un cabinet d'études internalisé et en fait, on accompagne certains de nos clients pour travailler sur des sujets d'enquête, d'études, de baromètre social, etc., etc., qui permettent en fait d'avoir une vision de ce que pensent les salariés par rapport à la culture client ou à la stratégie de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était une première chose, avoir l'adhésion et le relais de la direction. Un autre levier, c'est écouter les clients. Parce que c'est le client qui va juger votre culture client. C'est lui qui vous dira est-ce que vous êtes orienté client ou pas. Parce qu'en fait, il va prendre en référence son passé avec d'autres entreprises. Il va vous comparer parfois au top, si les clients Apple, si les clients Nespresso, il va vous comparer par rapport à ces marques-là en termes d'expérience client. Et c'est lui qui va dire attendez, ils sont vraiment nuls par rapport à ce que j'attends moi. Voilà, ils veulent qu'on les écoute. Donc votre objectif, il est simple, c'est vous mettre à la place du client. Pour tout simplement, à très court terme, grâce aux enquêtes de satisfaction, corriger une insatisfaction suite à une interaction. Comme je disais, une visite en magasin, un achat de produit, un renouvellement. Il faut être capable de dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que je peux corriger les choses si ça va mal. Deuxième pan, c'est à moyen et long terme, comment identifier les points noirs et les points d'enchantement et d'amélioration continue. Et tout simplement, ça va être fait au travers encore une fois des enquêtes de satisfaction pour avoir les remontées des clients, pour savoir ce qui se passe de bien, ce qui se passe de mal. Et bien sûr, définir des KPI, par exemple, on a un score de satisfaction de CSAT, Customer Satisfaction, qui, par exemple, de 5 sur 10, notre objectif, c'est d'avoir un taux de satisfaction des clients de 6 dans 6 mois, 1 an. Ce qui permet en fait de définir des objectifs à atteindre, des moyens qu'on va y accorder, et ensuite, bien entendu, des actions qu'on va suivre. On peut également le faire au niveau du NPS, Net Promoter Score, en disant je veux que mon Net Promoter Score soit au même niveau que mes concurrents ou soit à tel niveau, et donc je vais mener des actions particulières. Donc le but, c'est d'améliorer l'expérience client et améliorer ses produits et services. Alors, je parlais d'écoute client.
comment on va les écouter? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Un dispositif d'écoute tel que l'on met chez nos clients se fait en fait de plusieurs manières. Soit le plus simple, c'est tout simplement l'enquête à froid, avec un baromètre qu'on va lancer X fois dans l'année sur X% de sa base client. Par exemple, on va faire un quart de la base client tous les trimestres, ce qui permettra d'interroger au fil de l'eau tous les clients. Et comme ça, on aura une vision barométrique, une vision stratégie, on verra comment ça évolue dans le temps. Au fil des actions qui sont menées. On peut faire des enquêtes à tiède, comme je disais, analyser une situation, ou à chaud pour, par exemple, voir si le client il était content de la réponse qu'on lui a donnée. Donc bien sûr, ces enquêtes peuvent se faire de manière multicanale, c'est-à-dire par email, par SMS, par message vocal, selon en fait le contexte du client. Par exemple, s'il vient en boutique, c'est tout de suite beaucoup mieux de pouvoir envoyer dans les quelques heures qui suivent un SMS en disant voilà, vous avez visité la boutique, qu'est-ce que vous en avez pensé? Envoyer un email, c'est beaucoup moins pertinent parce que la personne, il faudra qu'elle attende de retourner à la maison, elle est peut-être dans les transports et elle va se dire j'ai pas le temps de répondre à cette enquête. Par contre, si elle est toujours dans l'émotion, elle est toujours dans le suivi de son interaction, là ça a tout à fait de la valeur et l'intérêt de l'envoyer par SMS. Avec des dispositifs d'écoute, avec des notes, on va pouvoir en fait avoir des informations quantitatives. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir également des analyses qualitatives. Et ça, en fait, cette qualitative se fait en analysant les commentaires que font les clients, donc suite à des enquêtes de satisfaction. Donc ça peut être bien sûr une analyse qui permet de voir où ça se passe bien ou mal, parce que parfois dans les commentaires c'est je suis très content du produit, mais par contre le conseiller il est très mal poli, ou j'aime bien en fait aller dans ce magasin, mais vraiment l'attente elle est pas terrible, ou j'aime bien aller dans ce magasin, mais par contre ils prennent pas les cartes de crédit American Express, c'est vraiment ennuyeux. Voilà, donc vous allez pouvoir ici distinguer des petits éléments de détail qui vont permettre de mieux connaître vos clients. En complément, on peut également écouter les prospects non transformés, ça c'est également une énorme source d'information. Si vous avez par exemple des gens qui sont allés sur votre site internet, qui sont allés en boutique et qui finalement n'ont pas commandé, demandez-leur mais pourquoi vous n'avez pas commandé. C'est une source vraiment très très riche et très intéressante qui permet d'améliorer vos procédures et vos services et produits. L'autre point, c'est le client mystère. Le client mystère, tout simplement, on se fait passer pour un client et on voit comment ça se passe. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir comment sont véritablement traités les clients, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans vos process actuels. L'autre point également, c'est le club utilisateur ou la réunion avec les utilisateurs qui permet tout simplement de discuter de manière informelle avec vos clients et avoir des retours plus qualitatifs. Les gens sont un petit peu en dehors du contexte, ils sont là pour discuter, être un peu plus productifs. Le deuxième levier à utiliser, ce sont les écoutes des collaborateurs. Tout simplement parce qu'il faut les rendre acteurs de l'expérience client. Les rendre acteurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être juste spectateurs à regarder et à dire tiens voilà, c'est un truc de la direction, ils vont se débrouiller, on a mis un flyer, on a mis un truc. Non, c'est tout le monde qui doit être là pour faire en sorte que le client ait la meilleure expérience possible. Tout en ayant bien sûr la vision business et la vision client. Ça, on l'a vu par exemple avec des clients qui sont dans le domaine bancaire. Quand on confie de l'autonomie à des salariés pour par exemple gérer un portefeuille en fait d'argent en fait qui vont pouvoir donner une petite bourse, qui vont pouvoir donner en cas d'insatisfaction, on voit bien que les collaborateurs sont véritablement des bons gestionnaires. Ils vont pas dépenser cette petite cagnotte n'importe comment, ils vont l'utiliser de manière vraiment de bons pères de famille. Donc en fait, rendre autonome, c'est bien sûr contrôler, mais c'est aussi faire confiance aux gens. Donc les rendre acteurs de l'expérience client à court terme, c'est montrer que le sujet est une réalité, que leur avis compte. Donc on va les écouter, on va écouter leur remontée, on va les entendre parler, on va les valoriser, on va dire tiens voilà, tel truc a été fait par tel service, bravo. Donc ça c'est quelque chose qui va valoriser. Si on ne valorise pas les bons comportements face aux mauvais comportements, tout simplement les collaborateurs qui font des choses bien ne vont pas être motivés à continuer et vice versa. Il faut également identifier les quick wins. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière très rapide pour montrer que ça bouge dans l'entreprise? Donc des trucs parfois qui sont très simples, qui peuvent être du marketing, qui peuvent être des changements de procédures, des choses comme ça. Et bien entendu, un peu plus long terme, du travail de fond qui va impacter ce que font les collaborateurs et l'expérience client également. À moyen terme, on va tout simplement identifier les dissonances entre les collaborateurs, les clients et même les managers via le système de symétrie des attentions.
Qu'est-ce que c'est en fait la symétrie des attentions? C'est tout simplement, on va comparer ce que pensent et ce que disent les clients par rapport à ce que pensent et disent les collaborateurs. C'est très simple, on va leur demander, tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'amabilité au téléphone? Ah ouais, moi je trouve que je suis très aimable, et le client peut avoir tout à fait un autre sentiment. Parce que vous pouvez très bien avoir des manières différentes de dire bonjour. Si vous êtes à une caisse d'un supermarché, vous avez sans doute vécu ça, entre la personne qui vous dit bonjour et la personne qui dit bonjour, votre numéro de carte. Donc c'est pas du tout la même chose. Il y a certes la procédure, mais il y a l'intention qu'il y a dedans. Voilà. Le fameux BAM en grande distribution, sourire, bonjour, au revoir et merci. C'est certes un processus, un process, mais ça ne doit pas aller au-delà du sens. Il faut comprendre le sens de pourquoi on le fait. Voilà, expliquer pourquoi. Donc, ici, ce dispositif en fait de symétrie des attentions va permettre en fait de pouvoir mesurer la culture client et l'engagement client et diffuser des indicateurs de satisfaction aux collaborateurs et managers, parce qu'ils vont pouvoir voir, tiens, voilà, on peut voir ce que pensent les clients de vos produits, de vos services, qu'est-ce qui va pas, et voir les dissonances. Par exemple, ici dans mon illustration, on voit bien que le rapport qualité-prix dans l'entreprise est considéré comme très bon, mais les collaborateurs ne le trouvent pas très bon. Et donc après, il faut aller creuser là-dessus. Il peut même y avoir parfois des éléments qui n'apparaissent pas du tout chez les collaborateurs et qui apparaissent chez les clients. Ça peut être par exemple pour un client de pouvoir en fait avoir un remboursement ou quelque chose comme ça d'automatique. C'est quelque chose qui est très intéressant, mais pour eux en fait ça peut être quelque chose qui peut être, pour les collaborateurs ça peut être quelque chose qui peut être très pénible à faire. Donc pour les collaborateurs c'est très pénible à faire, pour les clients c'est quelque chose de normal. Et bien tout simplement ça va décevoir un petit peu l'expérience client, et il faut identifier ces différences entre ce que pensent les clients, ce que pensent les collaborateurs pour l'améliorer. En complément, bien entendu, pour améliorer la culture client, il y a également des événements physiques, petit déjeuner ou même des systèmes de boîte à idées. Le troisième levier, c'est matérialiser l'orientation client au quotidien. C'est véritablement un travail de fond. Un travail de fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pouvoir dire que c'est pas juste une lubie, c'est pas juste l'orientation du mois, mais c'est véritablement une orientation sur le long terme. Donc une culture client, ça se joue via l'impact qu'on va y mettre dans le quotidien des salariés. Et pour avoir une culture client au quotidien, nous, ce qu'on a mis en application chez nos clients, c'est ce qu'on appelle l'application Cockpit. L'application Cockpit, c'est un cockpit de la culture client et de l'expérience client. C'est quelque part un Nike Plus qui permet d'avoir un entraînement au quotidien pour savoir où on en est dans ses performances de satisfaction client. C'est quelque part aussi un Facebook, puisqu'on va pouvoir échanger sur les retours clients et savoir tout simplement qu'est-ce qu'ils pensent, avoir une prise directe avec le terrain. C'est un GPS, puisqu'en fait, comme dans Waze, on va pouvoir voir en fait les points noirs de l'expérience client, où ça va pas, et essayer de les corriger. Et c'est également une boîte à idées qui est embarquée au plus près des collaborateurs, puisqu'ils vont pouvoir diffuser des bonnes pratiques. Et bien sûr, nous on diffuse cette application via un mobile pour être au plus près du cœur du client. Donc en fait, comment ça marche? Notre application va permettre comme ça de matérialiser tout simplement la satisfaction client. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des données comme par exemple des enquêtes de satisfaction, SMS, mobile, etc. sur le site internet, et on va voir quel est le parcours du client et qu'est-ce qu'il pense à chaque fois. Et grâce à ces différents parcours clients, on va pouvoir voir les éléments prioritaires à améliorer et à changer dans l'entreprise. Le parcours client, bien sûr, pourra être différent selon les types de clients ou de collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, le parcours client d'un client PME n'est pas le même qu'un parcours client d'une grande entreprise, etc., etc. Et ils n'ont peut-être pas forcément le même ressentiment, la même nécessité de qualité ou de service. Et on pourra faire exactement la même chose également au niveau des collaborateurs. Lors de l'entrée dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont pensé par exemple de l'intégration, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ce qui est travail au quotidien, qu'est-ce qu'ils ont pensé en fait de la culture client, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tous ces éléments-là, et qu'est-ce qu'ils doivent en fait changer là-dessus. Après, donc, on a vu ici qu'il y avait donc des notes du parcours client avec des éléments clés, les moments de vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir expliquer. Et comment faire pour expliquer ça? Tout simplement grâce aux commentaires qu'ils vont laisser dans ces différentes enquêtes, email, SMS, messages vocaux, etc. Et tout simplement, on va pouvoir ici les marquer, les liker en disant tiens, j'ai vu quelque chose qui était très positif, je remercie une personne en disant tiens, bravo, superbe initiative, le client est super content. Ou au contraire, dire attention, warning ici, il y a un truc à améliorer, il y a un process à améliorer.
Et également ici par exemple des boîtes à idées. Donc la boîte à idées ici vous voyez envoyer une remontée directement depuis l'application mobile. Les clients, enfin les collaborateurs peuvent directement remonter des suggestions. Bien entendu ça peut être utilisé comme outil d'animation lors des réunions trimestrielles, mensuelles. On va dire bah voilà, j'ai le top 10 des suggestions qui ont été faites et voilà sur lesquelles on a décidé de travailler. Ça montre qu'on est vraiment positif là-dessus. Et on a également une unification des indicateurs de la relation client, puisque dans une même interface, on pourra mettre à la fois du NPS, du taux de traitement, du CES, etc., etc., ce qui permettra d'avoir une véritable vision 360 sur les indicateurs importants et clés de la relation client et de l'expérience client. Suite à la mise en place de l'application, en fait, voilà, on voit bien qu'il y a des éléments qui ont changé chez nos clients. Hein. Tout simplement, ils ont communiqué de manière ludique et personnalisée sur l'expérience client. Ils ont monitoré les indicateurs de clés de l'expérience client. Ils savent exactement où ils en sont. Ils peuvent analyser l'impact de leurs actions. Ils donnent une véritable réalité pour diffuser une culture client. Ils ont en fait aussi une possibilité de diffuser ça aux managers, aux directeurs, qui permet d'avoir une vision directe et une prise directe avec le terrain. Plus d'intermédiaires, plus de choses en fait qui sont un petit peu cachées parce que on est dans l'entreprise et ça se dit pas que ça va pas avec les clients, mais on a véritablement le sentiment des clients et on a véritablement un baromètre de la satisfaction en temps réel. Et pour les directions commerciales et marketing, ça permet de gagner en réactivité sur les avis, les améliorations, détecter les clients fans, les clients waouh, et à l'inverse, voir les insatisfactions cachées. Comment fonctionne notre application ? Tout simplement, on va aller ici intégrer les données soit d'enquête email, SMS, d'avis, d'analyse sémantique, données de centre d'appel ou tout autre indicateur qu'on va intégrer dans notre data lake et qu'on va retranscrire dans l'application mobile avec différents profils. Alors après vous allez me dire, voilà c'est bien beau, j'ai eu plein de remontées, j'ai eu plein de suggestions, par où je commence ? En fait, c'est souvent ce que nous disent nos clients. On est en train de mener en place une démarche d'amélioration de la culture client. Par où on doit commencer ? Et donc, grâce à ça, grâce à ces demandes, on a mis en place ce qu'on appelle le iGuide, qui est en fait une analyse en fait qui permet de voir en fait les chantiers prioritaires, à la fois au niveau de l'acquisition, de la transformation, de la consommation, de la fidélisation, avec les différents points clés qui comptent véritablement pour le client. Peut être l'accueil, les attentes, les tarifs, l'achat, etc., etc., et qui permettent d'identifier les chantiers prioritaires, les signaux faibles, les chantiers à éviter ou les best practices. Grâce à ça, en fait, on sait où il faut se concentrer. Par exemple, on avait un client qui était dans le domaine du service et qui disait, voilà, nous, ce qui compte vraiment en priorité, c'est la compétence et l'écoute du conseiller. Donc, ils investissaient année après année sur ce truc-là parce qu'ils disaient, je martèle là-dessus parce que c'est ma différence. Et en fait, on a fait une analyse sémantique des commentaires laissés par les clients de cette marque-là. Et ils se sont rendus compte en fait qu'au niveau de tout ce qui était compétences du collaborateur, etc., finalement ils étaient au top. Et en fait, les clients étaient satisfaits, et ils ne voyaient pas du tout d'éléments négatifs. Et pourtant, la marque continuait d'investir année après année. Donc tout simplement, ils se sont dit, mais attends, c'est bien beau, on est plutôt bien là-dessus. Et par contre, ils se sont rendus compte que sur tout ce qui était gestion administrative, gestion des contrats et temps d'attente, là, il y avait vraiment une insatisfaction forte qu'ils n'avaient pas détectée. Pour eux, c'était normal d'avoir une attente au téléphone. Pour le client, c'était insupportable. Et donc, au lieu de mettre leurs efforts, encore une fois, sur la formation du conseiller, la posture, etc., on dit, ok, on va mettre ça de côté un petit peu, on va continuer à maintenir à notre niveau, à maintenir des actions, on ne va plus investir massivement là-dessus, on va travailler sur l'attente, l'ouverture de nouveaux canaux de communication, comme par exemple le chatbot ou le chat. Voilà. Alors, je vais finir en fait par un cas pratique avec Bouygues Télécom Entreprise, qui est un de nos clients fidèles depuis plusieurs années. En fait, Bouygues a commencé avec un programme de culture client qui s'est diffusé en 3 étapes. La première étape, en 2015, ça a été tout simplement faire adhérer la direction générale sur la vision parcours client. Voilà, ils ont fait en fait une analyse statique de 2 gros parcours clients haut de marché et client PME, et ils ont identifié avec une photo en fait de l'expérience client les différents éléments clés. Donc c'était vraiment une photo très statique qui permettait de savoir tiens, voilà ce qui se passe au niveau des clients, leurs émotions et où ça va bien ou pas. Donc cette photo a permis d'avoir une première vision. Le problème c'est qu'en fait une fois qu'on a cette vision, il faut la faire évoluer. Donc cette photo statique, ils l'ont fait évoluer avec ce qu'on appelle nous le film, la version dynamique, qui est mise en place via un dispositif d'écoute client à chaud
qui a été diffusé auprès de 400 collaborateurs qui sont plutôt du domaine de la relation client. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de vérité, qui sont l'installation, qui sont l'appel au service client, qui sont le renouvellement, etc., etc., ils ont mesuré la satisfaction, ils ont été capables de corriger individuellement cette satisfaction ou cette insatisfaction. D'ailleurs, le record actuel chez Bouygues, c'est 13 minutes entre le moment où une personne a laissé un message suite à une enquête de satisfaction et le moment où elle était rappelée par le conseiller. Et là, je peux vous assurer que ça fait un effet waouh. Donc ce dispositif, il permet vraiment de pouvoir améliorer au quotidien l'expérience client. Mais il faut aller plus loin. Et ce qu'ils ont fait pour aller plus loin, c'est mettre en place l'application Cockpit pour proposer un parcours client unifié qui met en fait en avant la culture client entre les mains de tous les collaborateurs, en particulier ceux qui n'étaient pas dans les services relations clients. Ils l'ont mis par exemple auprès de nouvelles populations comme les commerciaux, les gens du marketing, etc., etc., ce qui leur permet de voir immédiatement, par exemple, avant d'aller à un rendez-vous, si le client est satisfait ou pas. C'est également un outil qu'ils utilisent pour aller montrer à leurs prospects ce que pensent véritablement les clients de l'entreprise et être tout à fait transparent sur, voilà, nous les clients on les écoute, on prend en compte leur remontée, regardez quand un client n'est pas content, et ben on met ça comme action, etc., etc. Donc en fait ça leur permet d'avoir un outil qui montre la preuve de l'orientation client de l'entreprise. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vous invite à aller regarder des interviews vidéo que nous avons sur notre site internet, vous aurez d'ailleurs la présentation. Mais là, en fait, un des responsables de l'expérience client chez Bouygues, il disait, voilà, ça nous permet d'apporter la preuve à nos clients et nos prospects que cet accompagnement au quotidien est une réalité, pas un concept. C'est une vraie source de différenciation commerciale. Il y a près de 200 collaborateurs qui sont équipés de l'application et qui peuvent prouver comme ça que l'orientation client est essentielle. Voilà. Pour eux en fait vraiment c'est très simple chez Bouygues, ça leur permet d'avoir une vision 360 degrés du client en temps réel, de faire en sorte que les collaborateurs du commercial jusqu'au directeur d'entreprise soient acteurs de la satisfaction client grâce aux interactions qu'ils ont dans l'outil. Ils peuvent liker, ils peuvent mettre des commentaires, etc., etc. Et ça permet d'avoir un discours client fournisseur axé sur le service. Et ils sont encore en continuation, puisqu'en fait là, ils sont sur une animation des communautés sur le partage des bonnes pratiques, la construction d'une vision expérience client, expérience collaborateur, cette fameuse symétrie des attentions dont on parlait tout à l'heure. Avec Bouygues Télécom Entreprise, on est vraiment content de ce retour d'expérience, puisqu'en fait, on a eu des nouveaux utilisateurs équipés des enquêtes qui ont permis d'avoir vraiment une culture client qui est partagée par tous, avec des processus d'amélioration continue qui ont été mis en place, une réactivité qui a été encore plus accrue et vraiment le fait de placer le client au cœur de l'entreprise et en faire un véritable avantage concurrentiel. Et grâce à ça, on a remporté en fait le trophée argent de la catégorie transformation interne avec Bouygues Télécom au CX Award. Je vous donnerai un autre cas pratique avec Lafarge cette fois. C'est une entreprise dans le B2B. Comme ça, je vous mettais une entreprise qui était plutôt dans le domaine industriel. En fait, ils ont utilisé notre application Cockpit comme fer de lance du dispositif d'écoute client et de fidélisation client. Ils ont mis en place le projet qu'ils appellent API. API en fait pour justement mesurer la satisfaction client, éviter en fait que les clients ne repartent insatisfaits. Donc comment on a fait? On a travaillé ensemble sur une série d'ateliers sur une période à peu près d'un mois. On a défini des moments de vérité. Les moments de vérité, c'est à la prise de commande, lors de la livraison, lors d'un problème technique. Et à chaque fois en fait on a fait une mesure qui pouvait se faire par SMS ou par email selon le type d'interaction. Par exemple après une livraison c'était plutôt du SMS, tandis parce que c'était des personnes sur un chantier. Ça m'a permis aussi d'aller mesurer et d'écouter des personnes qui étaient souvent exclues des enquêtes de satisfaction. C'était plutôt les gens dans les bureaux et là on a vraiment interrogé les gens qui étaient sur le terrain. Et donc on a une mesure de la satisfaction. Ensuite on a une diffusion de cette satisfaction et une diffusion de la culture client au travers de l'application mobile et de reporting et d'alerte. Et après derrière il y a un dispositif qui permet de passer à l'action, puisque dès qu'il y a une satisfaction qui est importante, une note entre 3 et 5, enfin entre 1 et 5 plutôt, et bien à ce moment-là en fait il y a un rappel par le manager qui est effectué, tout cela pour mettre en place une procédure d'amélioration continue. J'en ai quasiment fini. Ce que je voulais vous dire en dernier, c'était pourquoi est-ce rentable d'investir dans la culture client.
Tout simplement parce qu'il y a un cercle vertueux de la culture client. Si en fait vos salariés cherchent la satisfaction client, ont plus d'autonomie, sont créateurs d'émotions et force de proposition, tout simplement ça va faire des clients qui vont être beaucoup plus satisfaits. Et les clients plus satisfaits vont tout simplement être plus fidèles, augmenter le panier moyen, faire de la recommandation, faire des avis positifs ou faire des suggestions d'amélioration pour améliorer vos produits ou vos services. En fait, la culture client, elle est tout de suite rentable dès que vous avez la possibilité d'avoir du bouche à oreille. Ça peut être des avis, ça peut être du networking physique, etc. Dès qu'en fait, le fait de vendre à des clients existants est beaucoup moins cher que de vendre à des nouveaux clients, parce que ça coûte très très cher d'aller recruter de nouveaux clients. L'autre point, c'est les achats croisés. Si vous arrivez à faire des upsells, des cross-sells avec vos clients, tout simplement, s'ils sont contents, ils vont vous faire confiance et vont acheter des produits supplémentaires, complémentaires, etc. Et le dernier point, tout simplement, c'est pouvoir vendre un produit premium, puisque le client va se dire, oui, ok, son produit est un petit peu plus cher, mais la qualité de service est vraiment meilleure, j'ai un bon accompagnement, etc. Et juste à côté, je vous ai mis un petit graphique qui montre en fait que les entreprises qui avaient une meilleure expérience client, tout simplement, avaient une meilleure performance boursière. Et au contraire, ceux qui étaient les moins bons en expérience client avaient la moins bonne rentabilité. Donc comme quoi, avoir une bonne culture client et diffuser une culture client est rentable. En conclusion, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que la culture client n'est pas juste de la communication. Certes, il y a de l'humain, il y a de la conduite du changement, etc. Mais il y a un vrai travail au quotidien, il y a une mesure de la satisfaction client et collaborateur, il y a une diffusion de ces chiffres et une bonne communication dessus, et il y a une animation et une exploitation des données pour savoir où il faut agir en priorité, et tout cela dans le cadre d'une procédure plus globale d'amélioration continue. Donc votre plan d'action, il est très simple. Ce que je vous propose cette semaine, jouez tout simplement le client mystère sur vos propres produits. Faites comme si vous étiez un client, allez en magasin, commandez un produit, faites la procédure globale avec je reçois le produit, j'appelle au service client, je l'active, etc., etc. Et essayez de voir en fait ce qui va ou ce qui ne va pas dans le processus global. Deuxième chose, matérialiser l'orientation client via de la communication dédiée de la part de la direction. Ça peut être un emailing, ça peut être une info dans votre newsletter. D'ici un mois, lancez une enquête de satisfaction auprès de vos collaborateurs et vos clients. Une enquête à froid pour les clients et les collaborateurs qui permettra de mesurer la symétrie des attentions, à savoir qu'est-ce que pensent les clients et qu'est-ce que pensent les collaborateurs. Ensuite, diffusez vos résultats via des enquêtes, par exemple via la cockpit qu'on propose, et mettez en place des quick wins, c'est-à-dire des choses que vous pouvez mettre en place très rapidement qui donneront des résultats et communiquer dessus. D'ici un mois, analysez un parcours client avec les process internes et externes et définissez une roadmap d'action prioritaire auprès de vos clients et collaborateurs. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus et mettre en place une culture client dans votre entreprise, que cela soit un dispositif d'écoute client à chaud, à froid, ou notre fameuse application Cockpit qui permet de matérialiser cette expérience client auprès des collaborateurs, n'hésitez pas à nous envoyer un email à frédéric.canevet@eloquent.com ou marketing@eloquent.com, ou encore vous pouvez télécharger notre livre blanc. Prenez les clés de votre relation client qui vous explique en fait les bases pour améliorer la relation client. Merci et à bientôt.